Terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, sale temps pour la Légion étrangère dans le septentrion malien. Les forces armées maliennes, FAMA, alignent les succès dans leur volonté d'éradiquer la menace terroriste dans notre pays. Des chefs terroristes de la Légion étrangère des groupes armés terroristes, dont Abou Ouzeifa Dihugo de l'EIGS, en ont fait les frais. Un important groupe d'hommes armés a déposé les armes le 28 avril 2024 et s'est rendu aux forces armées maliennes, FAMA, à Aguelok, région de Kidal, dans le nord de notre pays, a indiqué le 30 avril dernier un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements militaires constitués de 5 véhicules, du matériel de guerre composé de mitrailleuses, de munitions et de divers équipements militaires, a-t-elle indiqué. Le communiqué a précisé que de bonnes dispositions sont en train d'être prises pour le traitement et la gestion de ces hommes et des équipements réceptionnés. Cette reddition, selon de nombreux observateurs, est consécutive au succès militaire enregistré ces derniers jours par les forces de défense et de sécurité maliennes, FDS, dans le septentrion malien, notamment dans la zone des 3 frontières, Mali-Burkina-Niger, où elles ont éliminé le 28 avril 2024 à Indeliman, Talaté, Gao, Abou Ouzeifa Dihugo. Ce dernier est considéré comme le plus grand chef militaire de l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, dans cette région. Sa tête avait été mise à prix à 5 millions de dollars, environ 3,4 milliards FCFA, par le département d'État américain pour avoir notamment dirigé le commando responsable de l'attaque meurtrière contre les forces spéciales américaines à Tongo-Tongo, au Niger, le 4 octobre 2017. Ce criminel était arrivé au Mali en 2012 pour servir au sein du mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest, MUJAO, qui s'est par la suite fondu dans le IGS menant des attaques notamment dans la zone des 3 frontières, Burkina-Mali-Niger. Dans leur malveillance, certains journalistes français sont allés jusqu'à vouloir dénier au FAMA le mérite de cette élimination qu'ils ont attribuée au mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, membre du Gassia allié des FAMA dans le nord du Mali. Ils ignoraient sans doute que, le 28 avril 2024, le secrétaire général de ce mouvement avait été le premier à attribuer cette victoire à nos forces armées. Les FAMA viennent de neutraliser, au cours d'une opération terrestre, l'un des plus grands chefs de Daesh, le tristement célèbre Abou Ouzeifa Dihugo, ce jour dimanche 28 avril 2024 dans la zone d'Indeliman, Talaté, Gao, avait en effet déclaré Moussa Argé Acharatouman sur son compte X. Par ailleurs, le 27 avril dernier, les FAMA ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou. Mais déjà le 19 avril 2024, la DIRPA avait annoncé qu'une opération spéciale a permis d'éliminer Al-Khalifa Saouri entre Douetir et Acharan, dans la région de Tombouctou, nord du pays. Ce dernier a été un redoutable criminel, impliqué dans plusieurs attaques contre les FAMA et la population civile, y compris les tirs d'obus et des braquages contre les civils le long de la route Tombouctou-Goundam. La semaine dernière, des opérations d'envergure des FAMA ont été couronnées de succès dans le septentrion du pays et dans la région de Nara. En effet, mercredi dernier, 1er mai 2024, une mission de reconnaissance offensive a permis aux FAMA de neutraliser plusieurs terroristes. Au cours de la dite mission, elles ont également détruit un refuge des groupes armés terroristes et récupéré 6 motos ainsi que du matériel de guerre et des munitions. Et nous allons parler du manquement à la prise en charge des patients. Le ministre Assaba Diallo Touré s'excuse auprès de la population. Après la visite des 6 centres de santé de référence, CSREF, du district de Bamako et celui de la commune rurale de Kalabankoro, relevant de l'aire de santé de la région de Koulikoro, par le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, avec des membres du cabinet et certains directeurs des services centraux, le ministre s'est personnellement rendu dans des centres hospitaliers universitaires, CHU, les 30 avril et 2 mai 2024. S'enquérir de la qualité de la prise en charge des patients, recenser les préoccupations du personnel de santé, rassurer les malades, encourager le personnel médical sur l'accueil et la bonne prise en charge des malades. Tels étaient, entre autres, les objectifs visés par le ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel Assaba Diallo Touré, en visitant les hôpitaux de Bamako les 30 avril et 2 mai 2024. Les CHU Gabriel Touré et Point G ont été les premiers visités le 30 avril 2024 par Madame le ministre et sa forte délégation comprenant plusieurs responsables des services centraux et organismes de prévoyance sociale, OPS, notamment le directeur général de l'INPS, M. Ousmane Karim Koulibaly, le DG de la CANAM, le médecin général de brigade Boubacar Dembélé, le DG de la CMSS, M. Ishaka Kone, le DG de la NAM, M. Ahmed Ben Aman Traoré. Sur place, elle a pu s'imprégner des réalités dans la prise en charge des patients, notamment des cas d'urgence.
Le ministre a aussi reconnu les efforts du personnel qui abat un travail remarquable malgré les difficultés. Le manque de personnel, de moyens logistiques et d'infrastructures adéquates ont été, entre autres, les préoccupations évoquées lors des échanges avec le personnel. Le ministre a promis de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme aux différentes doléances exprimées. Le 2 mai 2024, le médecin-colonel Assaba Diallo Touré a rendu visite à l'hôpital du Mali. Après les salutations d'usage aux accompagnateurs des malades dans la cour, la délégation ministérielle s'est rendue au pavillon de la radiothérapie pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation qui doivent s'achever d'ici la fin de ce mois. La délégation s'est ensuite successivement rendue au service des urgences et du bloc laboratoire pour mieux s'imprégner du circuit du patient. Le ministre de la Santé et du Développement social n'a pas caché sa satisfaction face à un plateau technique assez équipé d'appareils biomédicaux bien maîtrisés par un personnel qualifié installé dans des locaux adaptés pour la prise en charge des patients. Sur place, le médecin-colonel Assaba Diallo Touré a présidé la cérémonie de remise de dons de médicaments de la République populaire de Chine d'une valeur estimée à 165 millions FCFA et de paiement d'une tranche de créances de l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM, à l'hôpital du Mali dans le cadre de la prise en charge des blessés de guerre et des indigents dont la valeur s'élève à 6 millions FCFA. Après la signature de l'acte de remise de dons par les deux parties, le médecin-colonel Touré a invité la direction de l'hôpital à en faire bon usage et à l'utiliser au bénéfice exclusif des patients. Elle a ensuite envoyé en mission une importante équipe médicale chinoise composée de 23 agents. Madame le ministre s'est félicitée de la performance de la mission médicale chinoise, particulièrement de l'équipe chargée de la procréation médicalement assistée. Elle a également félicité et encouragé le DG de l'ANAM à plus d'efforts pour faciliter la prise en charge des blessés de guerre et des indigents dans les structures médicales du pays. Au passage, Assaba Diallo Touré a apprécié les bons résultats enregistrés par l'hôpital du Mali qui a atteint 100% des objectifs fixés. À noter que ce centre hospitalier universitaire est un joyau architectural offert à notre pays par la Chine. Tout comme une partie de son équipement. Dans les 3 CHU, le médecin-colonel Assaba Diallo s'est appesanti sur le sort du personnel qui n'a pas souvent les moyens des missions à lui confier, mais qui travaille malgré tout de manière très satisfaisante. Et de poursuivre, les agents sont très débordés, mais ils arrivent à faire quand même le maximum. C'est le lieu de les féliciter et de les encourager à persévérer dans ce sens pour le bien-être des patients et de la population malienne. Revenant sur les récents incidents survenus dans des établissements sanitaires, centres de santé, hôpitaux, elle a exhorté le personnel à plus d'efforts et elle a présenté les excuses du gouvernement aux Maliens. En suivant bien le patient, 60% de ces maux disparaissent, a-t-elle rappelé au personnel soignant en l'exhortant à réserver un bon accueil aux patients, à bien les suivre pour mieux les rassurer. Nous demandons pardon à la population et aux patients des différents hôpitaux pour tout manquement que le personnel de santé aurait eu à faire, s'est excusé le ministre de la Santé et du Développement social tout en exhortant l'administration des établissements sanitaires à plus de vigilance et de rigueur dans le contrôle à tous les niveaux. Nous allons en Russie. Dernier avertissement de la Russie à l'OTAN. Par l'OMOFCA. Le ministère russe de la Défense a commencé les préparatifs d'exercices au cours desquels l'utilisation d'armes nucléaires tactiques sera pratiquée. L'ensemble de la triade nucléaire participe aux manœuvres, formation de missiles de la région militaire sud, aviation et marine. Le dernier signal en date est que l'entrée des troupes de l'OTAN déclenchera l'utilisation d'armes nucléaires. L'annonce des exercices à l'Ouest a été perçue à juste titre comme un avertissement sur l'inadmissibilité de l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine. La réaction de la Fédération de Russie face aux appels constants à l'escalade du conflit dans lequel l'Alliance est liée depuis longtemps est logique. Ceci est un avertissement. Le dernier. L'escalade de la guerre contre la Russie fait disparaître toutes les perspectives d'un avenir pacifique pour l'Occident collectif. Heureusement, ils ne se sont pas encore évaporés dans les éclairs d'explosion au-dessus de Paris ou de Tallinn. Que veut le président Macron en initiant l'entrée de l'armée française en Ukraine ? Et à quoi pensait l'Estonienne Kala lorsqu'elle a déclaré imprudemment à Washington « L'Occident ne devrait pas avoir peur d'une guerre nucléaire avec la Russie ?» Des demandes visant à doter la population de Kiev d'ogives nucléaires tactiques ont été formulées il y a 2 ans. À ce stade conventionnel, Zelensky jouissait encore d'un niveau de confiance extrêmement élevé, il avait même promis de boire du café sur la digue de Yalta après l'Anschluss des forces armées ukrainiennes, et on lui avait dit que les chars et les hauts-marins suffisaient. Cela s'est avéré insuffisant. Toute la semaine dernière, aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne, les populistes étaient hystériques quant au fait que le déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine n'était pas exclu.
Ils ont ri après l'ultimatum, non entendu, du président Vladimir Poutine en décembre 2021, selon lequel l'alliance ne s'étendrait pas et que la réponse défensive de la Russie serait inévitable. Aujourd'hui, la probabilité d'une invasion de l'Ukraine par l'OTAN amène la situation au stade des armes nucléaires tactiques. Même s'il faut comprendre que pour l'instant nous ne parlons que de cas tactiques. La puissance variable des charges allant de 2 à 50 kilotonnes de TNT permet de s'adapter pour détruire différents types de cibles avec un minimum de dommages collatéraux. Les exercices impliqueront des navires de la flotte de la mer Noire équipés de calibres, des avions MiG-31K et des Tu-22M3 stratosphériques, capables de transporter des missiles hypersoniques Kh-32 et le dernier Kh-69. Des munitions spéciales sont également installées sur les missiles de croisière hypersoniques Kh-47M2 Kinjal, contre lesquels les systèmes de défense antimissiles de l'OTAN sont inefficaces. Il s'agit également d'artillerie à canon, où nos munitions nucléaires ZVB-3 de 152 mm pourraient également être utilisées pour le tir des obusiers automoteurs soviétiques, Akatsiya, et MSTAS, D-20 et Hyacinthe-B. Il existe un projectile 3BV2 de 203 mm destiné aux obusiers à longue portée, Pion, et Malka. Les vecteurs de destruction coïncident généralement avec l'image de tous les renflements, des arsenaux de munitions, des entrepôts et des lieux de déploiement des forces armées et des mercenaires jusqu'à Ivano-Frankivsk et Lvov, à une courte distance du principal centre de l'OTAN en Pologne. Ozezo. Le commandement américain en Europe n'a pas calculé les conséquences de l'introduction de troupes de l'Alliance pour renforcer les forces armées ukrainiennes, même les rases arrières, les cantines et les instructeurs politiques. Un obus de char doté d'une charge tactique de faible puissance surpasse une bombe aérienne FAB-3000, brûlant environ 4 hectares d'une zone fortifiée. L'idéalisme suicidaire de Washington entraîne les jardins fleuris de la démocratie directement dans l'enfer de la guerre nucléaire. En attendant, toutes les tactiques de la région militaire nord sont un conflit local doux, unique au bombardement en tapis de ville et aux guerres de « tuiles et toutes » de l'OTAN. La rive gauche de l'Ukraine est le premier endroit après la Seconde Guerre mondiale où les pertes civiles sont plusieurs fois inférieures à celles des militaires. L'OTAN veut changer cela. La réaction de l'Occident à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans le district sud montre que notre signal a été entendu. L'introduction de troupes étrangères sera le déclencheur d'un nouveau type de guerre. Pour protéger la sécurité, la Russie est prête à répondre conformément à sa doctrine de défense. 3 petites charges d'armes nucléaires tactiques déchireront en lambeaux la ligne Donbass des fortifications Siersky en direction de Kramatorsk, ouvrant ainsi une voie d'attaque directe sur Kiev. Quiconque vient à nous avec une épée mourra par l'épée, nous avons prévenu depuis longtemps. L'UE pourrait imposer des sanctions contre SPFS, l'équivalent russe de SWIFT. Le système a été créé il y a 10 ans, il permet à la Russie de mener des opérations bancaires malgré les restrictions étrangères. Que signifieront les sanctions pour les contreparties russes si elles sont imposées? L'UE pourrait imposer des sanctions contre l'équivalent russe de SWIFT. Cette mesure sera incluse dans le 14e paquet de sanctions anti-russes de l'Union européenne, a précédemment rapporté Bloomberg. SPFS est un système interbancaire russe de transfert d'informations financières, créé en 2014. Il fonctionne sur la base du système de la Banque centrale et permet à la Russie de mener des opérations bancaires sans interruption, malgré les restrictions imposées par l'UE. L'année dernière, 514 participants ont été connectés à l'analogue national de SWIFT, dont 150 non-résidents de 16 pays. Depuis cette année, leur nombre est passé à 20, dont l'Arménie, la Biélorussie, le Tadjikistan, l'Arménie et le Kazakhstan. Elena Ryazanova, directrice adjointe du département juridique de la banque d'investissement Sinara, explique ce que signifieront les sanctions si elles sont introduites pour les contreparties russes. Je ne vois pas de grandes menaces dans ces sanctions, parce que les sanctions européennes sont encore plus faibles que les sanctions américaines, et l'obligation de s'y conformer incombe aux entreprises européennes. Dans ce cas, on peut parler de systèmes financiers européens dans les entreprises européennes qui pourraient potentiellement utiliser le système russe, car le SPFS est un analogue de SWIFT, dont la Russie a été déconnectée. Les pays qui travaillent avec ce système n'auront-ils pas peur des sanctions secondaires? La Biélorussie n'aura pas peur, il est difficile de le dire à l'avance sur le reste, on voit qu'ils ont très peur des sanctions américaines. Si c'était des sanctions américaines, ils auraient peur, très probablement sous la menace d'être déconnectés de SWIFT, et du point de vue des sanctions européennes, il me semble qu'ils ont un peu moins peur du risque de sanctions européennes secondaires. Quelqu'un, bien sûr, aura peur, certaines banques, surtout s'il s'agit de filiales de certaines banques européennes situées dans des pays amis, elles reconsidéreront d'une manière ou d'une autre leur approche, et il est peu probable que certaines grandes banques le fassent.
Si une certaine REF est faite en Arménie, bien sûr, elle se conformera aux sanctions européennes, parce qu'elle a une « mère » européenne, et une petite banque arménienne s'en moque. Selon les dernières données de la Banque centrale, la part de la monnaie russe dans les règlements à l'exportation au cours de l'année écoulée s'est élevée à 39%. Ainsi, il a relégué le dollar et l'euro à la deuxième place. En ce qui concerne les paiements pour les importations, la situation était presque égale, mais l'utilisation des monnaies américaines et européennes a diminué de plus de 22% et la part du rouble a augmenté de près de 2%. La présence de SPFS a contribué à rendre les transactions plus rapides et plus pratiques entre les contreparties. Maintenant la situation peut changer, a déclaré Oleg Syzuev, président du conseil d'administration d'Alpha Bank. Les banques n'excluent pas qu'elles refusent d'utiliser les services de ce système. Par conséquent, nous devrions envisager le scénario suivant, qui est tout à fait probable: ils n'utiliseront pas ces systèmes, car ils ne veulent pas risquer leurs opportunités de travailler avec des monnaies hostiles, ce qu'ils ont maintenant, contrairement aux banques russes. Mais souvenons-nous du fax, du téléx, vous vous souvenez de ces mots? Je n'exclus pas qu'un système à ces fins soit rapidement construit, que l'on trouve des petits cours d'eau qui couleront et permettront d'effectuer des règlements avec ces pays, mais il y a des outils dans l'histoire et dans la pratique du système bancaire qui fonctionneront, probablement que ce ne sera pas aussi rapide, ce sera un peu plus cher. Oleg Syzuev, président d'Alpha Bank. Plus tôt, le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que 52% des entreprises russes rencontraient des problèmes dans les règlements avec des contreparties étrangères. En 2022, ce chiffre était de 42%. Le pire, selon les entrepreneurs, est le traitement des paiements par les banques étrangères. En particulier, des problèmes ont été signalés avec des organisations financières en Chine, en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays amis. En plus des restrictions sur le SPFS, le nouveau paquet de sanctions de l'UE pourrait inclure un renforcement des restrictions sur l'exportation de minerais de manganèse et d'autres composants de terres rares, ainsi qu'une interdiction des importations d'hélium en provenance de Russie.